Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont, de la musique aux oreilles. Avec nous, un invité de marque, le maire d'une des grandes villes du Grand Montréal, le maire de Laval, Stéphane Boyer. Bonjour. Bon matin. Vos collègues, vous êtes la première couronne nord de Montréal, si on peut dire, mais vos collègues de la deuxième couronne, des maires des Basses-Laurentides et de la Naudière, qui étaient hier à l'Assemblée nationale, frustrés, qu'il n'y a pas assez d'argent pour le transport en commun. Vous n'étiez pas avec eux, mais est-ce que vous partagez leurs préoccupations? Je partage leurs préoccupations dans le sens où je crois qu'on est beaucoup d'élus municipaux qui croyons au transport en commun. Mais évidemment, tous les territoires ne sont pas desservis de la même manière. Laval, es-tu bien desservi? On a un réseau correct d'autobus. On a un bon réseau d'autobus, mais de plus en plus, je crois qu'on va devoir développer des projets structurants, entre autres la ligne orange, qu'on doit poursuivre. Qui est déjà sur le territoire de Laval. On a seulement 3 stations. On a un centre-ville en développement rapide. Pour vous donner une petite idée, là, tous les grands centres d'achat qui sont au centre de l'île travaillent activement sur des projets de redéveloppement. Il y a environ 41 000 projets de logement pour les 10 prochaines années. Donc, on pourrait prolonger la ligne orange. Est-ce que c'est la ligne actuelle que vous voulez amener ailleurs ou c'est l'autre bout du U de la ligne orange que vous voulez rentrer à Laval aussi? Le projet qui a toujours été discuté depuis très longtemps, trop longtemps au Québec, c'est de boucler la ligne orange. Certaines personnes... D'en faire une ligne circulaire qui fermerait à Laval. Là. Exact, qui irait au Carrefour Laval et qui redescendrait jusqu'à Côte-Vertu. Mais là, avec le temps, ça fait 20 ans faire la ligne bleue. D'après moi, ce que vous venez de me dire, on en a pour 50 ans. C'est définitivement trop long au Québec faire du projet de transport en commun. Ça, c'est un problème, ça? Oui. Puis je pense qu'il y a 2 raisons. Un, il y a trop de personnes autour de la table. Toutes les élus des 3 paliers se chicanent sur quel projet appuyer. Il y a des sociétés de transport en commun. Il y a beaucoup trop de personnes impliquées dans les décisions, donc on tourne en rond. Mais la RTM, c'est pas pour simplifier ça? Ça ne fonctionne pas pleinement. Okay. Ça fonctionne pas pleinement. Puis je crois que l'autre... non, c'est ça, on est trop de gens. Puis l'autre défi, c'est que personne ne sait c'est quoi les bons projets. Moi, j'ai aucune idée. Puis je charge à la RTM, je suis maire de Laval. J'ai aucune idée, parmi tous les projets qui sont proposés, là, le REM de l'Est, le REM actuel, les projets de tramway ou de ligne orange, c'est où que mon dollar va aller le plus loin pour déplacer des gens. Il y a pas on n'a pas ces études-là, donc c'est beaucoup des projets portés par les élus, tout le monde s'est la couverte de son côté. Donc il manque d'évaluation objective du rendement par dollar investi en termes de transport de personnes. Définitivement. Puis un exemple concret, vous avez parlé de la ligne bleue. En 2010 ou 2011, l'AMT avait fait ces études-là pour les différents prolongements de métro. On considérait que le prolongement de la ligne orange allait apporter 2 fois plus d'utilisateurs dans le réseau du transport en commun. Pourtant, c'est la ligne bleue qu'on a faite. Pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques, exact. Parce que les élus, le long de ce trajet-là, sont plus pesants. On dit que c'est la même raison pourquoi on a amené le REM dans l'ouest de Montréal, là. Loin dans l'ouest. Parce qu'il y a des élus pesants qui ont dit « moi, je veux ça ». Exact. Donc, puis ça, je pense que c'est un défi parce que ça fait aussi qu'à chaque élection municipale, provinciale ou fédérale, les priorités changent. On remet en question les projets, donc on tourne en rond. Les fait pas. Puis on les fait pas. Ouais. Je reviens avec vos collègues. C'est des gens avec qui vous travaillez régulièrement, les maires de la Couronne-Nord. Hier, ils sont à Québec. Et la ministre Geneviève Guilbeault dit essentiellement 2 choses. D'abord, de l'argent pour le transport en commun. Notre gouvernement en a ajouté, depuis 6 ans, en a ajouté beaucoup. Puis la deuxième partie de la réponse, c'est elle dit, avec le déficit de 11 milliards de l'argent, on n'en a plus. Et comment vous recevez son message? Je pense que financièrement, c'est difficile pour tout le monde, sur tous les dossiers. Puis d'où l'importance de faire des choix qui sont stratégiques et qui sont fondés sur des faits. Une fois que ça s'est dit, je crois que ce que les élus mentionnent, c'est l'importance de croire au transport en commun. Oui, Québec en met plus, les villes en mettent plus aussi. Donc, des fois, je pense qu'il y a la volonté d'avoir un partenariat où est-ce qu'on doit pouvoir s'asseoir ensemble, discuter, puis discuter aussi sur des faits pour analyser qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui est intéressant à être fait. Mais moi, je trouve ça intéressant de voir que même la deuxième couronne souhaite du transport en commun.
Et donc, je crois qu'on a aussi des choix à faire aussi au niveau de l'équité territoriale, comment est-ce qu'on développe le Grand Montréal. Mais oui, il y a une frustration depuis de nombreuses années parce que depuis la pandémie, ben c'est sûr, il y a des défis qui sont réels puis qui n'appartiennent pas au gouvernement du Québec, mais c'est sûr que le télétravail fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont vers le centre-ville de Montréal, donc beaucoup moins de revenus autonomes pour le transport en commun. Ça, c'est un vrai défi auquel font face toutes les grandes villes. Vous me disiez ça ce matin parce que sur les routes, l'impression, je pense que c'est plus qu'une impression, mais l'impression générale de cette rentrée-ci, là, septembre 2024, c'est qu'on est revenu pré-pandémie, là, le trafic, les ponts. Est-ce que dans le transport en commun, on a le même phénomène? Est-ce qu'on est revenu au niveau d'occupation, d'utilisation de transport en commun pré-pandémie, ou est-ce que carrément les habitudes ont changé puis les gens ont délaissé un peu le transport en commun ou une partie des gens? Je vous dirais que ça dépend de quel mode qu'on regarde. Par exemple, nous, à Laval, ce qu'on voit les soirs, les fins de semaine ou les quartiers industriels ont même plus d'achalandage dans certains cas qu'avant la pandémie. Par contre, les trajets qui vont vers le centre-ville de Montréal, entre autres les trains de banlieue, qui sont développés comme une étoile essentiellement pour desservir le centre-ville de Montréal, beaucoup des emplois de bureaux qui se font facilement à distance, eux, c'est là qu'on voit que l'achalandage n'est pas au retour. Donc, il y a une transformation. Une transformation, puis je pense que c'est un des cris du cœur aussi des maires de la Rive-Nord, c'est de dire justement, il y a des besoins qui ne sont pas comblés en ce moment. Pour aller de la Rive-Nord à la Rive-Nord, c'est ce qui se plaigne. Pour aller de l'Est à l'Ouest, tout est pensé en étoile pour ramener tout le monde vers le centre-ville de Montréal. Exact. Et nous, on le voit à Laval. Statistiquement, à la STL, depuis 4-5 ans, il y a plus de Lavallois qui veulent se déplacer d'un quartier à l'autre de Laval que de Lavallois qui veulent aller vers Montréal. Donc, la réalité change. Il faut réussir à transformer les réseaux de transport en commun. La mairesse Valérie Plante va capoter, là. Parce qu'elle veut ramener toutes les banlieues vers Montréal, son centre-ville, la vie de son centre-ville. Elle sera pas contente d'entendre déjà que ça va pas bien à Montréal. Mais d'où l'importance, après ça, d'être capable de pouvoir prendre des décisions sur des faits. Puis de pas laisser les élus juste tirer la couverte de leur côté. Puis j'enlève mon chapeau de maire. Moi aussi, je veux vendre ma ville. Mais à quelque part, c'est des milliards qu'on investit. On peut pas juste le faire pour plaire un ego d'un élu. Il faut le faire de manière intelligente. Exactement. Je comprends. Comment ça va, vous, avec la CAQ? Parce qu'il y a un sentiment que entre les élus municipaux puis la CAQ, le courant passe pas. Avez-vous des bonnes relations? Avez-vous le numéro de cellulaire personnel des ministres? Vous sentez-vous respecté comme maire d'une immense ville? Vous sentez-vous respecté par ce gouvernement-là? En général, j'ai des bonnes relations avec les députés, avec les ministres, avec les individus. C'est certain que dans un contexte où Québec est en déficit, on sent que les champlures sont fermées. Donc, c'est difficile sur beaucoup de dossiers. Les villes, on est souvent... puis le premier ministre disait l'hiver dernier, disait que les élus, c'était des quêteux, que les élus municipaux, c'était des quêteux. C'est vrai qu'on est souvent en demande au gouvernement du Québec. Il s'est dédié un peu, là. Il a ravalé ça en partie. Il s'est dédié parce qu'il devait prendre la parole devant 1000 élus du monde municipal. Il n'y a pas vraiment le choix. Mais la raison pour laquelle les villes sont souvent en demande vis-à-vis du gouvernement du Québec, il y a deux raisons. La première, le gouvernement du Québec a 7 fois plus de revenus en taxes et impôts par habitant que les municipalités. 7 fois plus. Oui, ils gèrent l'éducation, oui, ils gèrent la santé, mais les villes, on gère aussi la police, les pompiers, les routes, les bibliothèques. Donc, on a, nous aussi, notre lot de tâches à assumer avec une fraction seulement des revenus. Puis l'autre raison, c'est qu'au Québec, tout l'argent du fédéral est envoyé au gouvernement du Québec, puis c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il fait avec. Alors que dans les autres provinces, le gouvernement fédéral peut faire des subventions, peut faire des projets directement avec les villes. Mais là, ça, c'est le nationalisme québécois. Là. Ici, on a un ministère des Affaires municipales, puis le fédéral se met pas les pattes dedans. Mais ça explique pourquoi les villes sont toujours en demande auprès du gouvernement du Québec, soit pour avoir plus d'aide du gouvernement, ou soit pour dire, hey, le chèque du fédéral que vous avez reçu, quand est-ce qu'il s'en vient? Je reviens là, au maire de Laval, là. Il y a une vision. C'est pas tout le monde qui aime Laval. Là. Il y a des Montréalais qui vont dire Laval, là, c'était une ancienne île pleine de fermes avec des petits villages. Puis là, ils ont fini par développer ça dans un développement sauvage où les entrepreneurs contrôlaient la ville, une espèce de free-for-all dans le développement. Pas de centre-ville, pas de vision d'urbanisme. Vous voyez comment votre ville, son avenir, avez-vous l'impression de structurer le développement de Laval? Tantôt, vous m'avez dit, là, au centre-ville, il se passe des choses. Oui. Je crois honnêtement que Laval, ça va être fascinant dans les prochaines années de regarder ça parce qu'on a... la ville est en plein développement, puis il y a plein d'opportunités. Il nous reste des territoires à développer. Comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de grands centres d'achat qui se requestionnent sur leur avenir. Donc, oui, Laval était pendant un temps
simplement une banlieue. C'est plus le cas. Laval se transforme rapidement. On a un avantage. Il y a beaucoup plus de Lavallois qui travaillent à Laval, beaucoup d'entreprises. Beaucoup plus. Même d'ailleurs, durant la pandémie, on est la région du Québec qui avons été le moins impacté économiquement de la pandémie parce qu'on a une économie qui est extrêmement diversifiée. On a de l'agroalimentaire, on a de l'aéronautique, on a des sciences de la santé, du pharmaceutique. Donc, une ville très, très, très diversifiée, très dynamique. Puis je pense qu'on a la chance de transformer la ville aussi parce qu'on est on est une ville très simplifiée au niveau de la gouvernance. Pas d'arrondissement, pas d'agglomération, pas d'MRC. Vous devriez créer ça, des arrondissements. C'est bon, ça, à Montréal, non? Vous n'avez pas l'air sûr. Moi, je n'envie pas mes collègues dans les autres villes. C'est tellement plus simple à Laval, faire des grands projets, faire des grandes transformations. On a une chambre de commerce, un CIS, une société de transport en commun. Autour d'une table, on met 10 personnes, puis on est capable de prendre des grandes décisions, puis on se parle tous et on collabore tous ensemble. Donc ça, je pense que c'est une force pour le redéveloppement de Laval. Puis je crois qu'on le voit depuis quelques années. Il y a des grands chantiers, que ce soit l'agrandissement du refuge faunique le long de la rivière des Mille-Îles. On a présenté un quartier très innovant cette semaine. Donc, il y a beaucoup de grandes transformations qui se font et qui, je crois, peuvent se faire beaucoup plus vite que dans d'autres municipalités grâce à notre gouvernance qui est agile. On a aussi beaucoup réformé la ville au niveau de l'efficience. Moi, honnêtement, je me considère plus un entrepreneur qu'un élu, qu'un politicien. Quand que je suis arrivé, ça prenait 6 ans à faire un chalet de parc. À partir du moment où on dit hey, on va faire un chalet de parc dans ce parc-là, puis le moment où il ouvre. C'est inacceptable. On fait une maison en 1 an, 2 ans. Et là, on fait un chalet de parc en combien de temps maintenant? Beaucoup plus vite. Je vous dirais, on a complètement aboli le bureau des grands projets. On a créé une nouvelle équipe. Maintenant, avant, ça nous prenait 6 mois faire un appel d'offres. Maintenant, ça nous prend 3 semaines. Les projets, l'année dernière, on a réalisé 92% de tous les projets planifiés à la ville. Ça, il n'y a aucune ville qui réalise ça. Normalement, c'est entre 50 à 70%, dépendamment des municipalités. Donc, c'est un record historique pour Laval, record historique aussi dans le monde municipal. Tu es prêt de nous convaincre, là? Merci beaucoup d'avoir été là, Stéphane Boyer, maire de Laval. Un grand plaisir.